Un militaire qui est habitué à l'argent, un officier qui est habitué à vivre dans des grands standings, alors que le militaire, c'est quelqu'un qui doit vivre avec le minimum, parce qu'il doit être adapté aux conditions rudes de la vie. Mais chez nous, c'est des gens qui vivent dans l'opulence. Mais vous pensez que celui-là, il peut aller combattre? On parle très vite du football français, on parle très vite parce qu'on parlait sur le Congo après. Football français, affaire Galtier. Galtier, l'ancien entraîneur du PSG, adulé ou aimé, et puis, comme on dit en Angleterre, licencié, saqué, il est parti. Mais avant qu'il ne parte, il y a eu une histoire. Il serait parmi ceux qui n'acceptent pas la présence des Noirs, des musulmans, des Arabes dans le football. Il aurait sorti des phrases du genre: les Noirs, c'est trop, je n'en veux pas. Les Arabes, c'est pas la peine, je n'en veux pas non plus. Galtier dit non, mais il y a des emails échangés par ses adjoints qui confirment, il y a des joueurs qui témoignent. Et il sera jugé le 15 décembre pour ses propos racistes. Alors moi, je fais le lien, un peu par le lien, mais j'essaie de comprendre pourquoi l'affaire Galtier, elle va jusqu'au tribunal. Là, on n'a pas d'audio, on a des témoignages qui se font, et c'est la parole des uns contre les autres, contre lui, contre M. Galtier. Par contre, chez M. Laurent Blanc, il y avait des audios, et là, Laurent Blanc, il a été tout d'un coup blanchi, plus personne ne parle de lui. Les propos racistes de Laurent Blanc, de faire des Noirs ou des musulmans, des gens de grande taille, et qui ne réfléchissent pas, ne lui ont pas valu d'être banni, comme on le fait aujourd'hui pour M. Galtier. Moi, je pose la question, Galtier, ce qu'il dit n'est pas acceptable, pourquoi ce que Laurent Blanc dit il y a quelques années a été accepté, et puis M. Laurent Blanc peut redevenir entraîneur? Monsieur Ndion, vous qui parlez football aussi. Oui, je pense que autre temps, autre mœurs, hein, et dans tous les systèmes politiques, dans tous les systèmes judiciaires, parfois, hélas, la justice est à géométrie variable. Hélas, hein, je dis bien. Je n'approuve pas ça. Mais malheureusement, parfois, la justice est à géométrie variable. N'oublions pas, il faut aussi contextualiser les choses. Hein. Lorsque c'est un problème qui concerne les Noirs, vous savez, ça devient rapidement très épidermique. Hein. Et chacun tire la couverture de son côté. Ce qui fait que Laurent Blanc, c'est un Français, c'est un Gaulois. D'un côté, vous avez des Noirs. Le choix est vite fait. Hein. Le choix est vite fait, c'est un Français. De l'autre côté, c'est des Noirs. Bon, donc, il peut tenir tous les propos du monde entier. On va les condamner, bien sûr, verbalement. On va condamner avec la plus ferme énergie, verbalement. Mais il n'y aura aucun plan d'action. Par contre, là, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, c'est pas un Français, hein, je rappelle. C'est un Blanc. Oui, c'est un Blanc, mais c'est pas un Français. Je parle de la justice. Dans chaque pays, il y a une justice. La justice française, à un moment donné, est à géométrie variable. Je le dis. Et je peux te donner 1000 exemples. Donc, c'est pourquoi je dis, Laurent Blanc, c'était un Français. Il a en face de lui des Noirs. Donc, le choix est clair. OK, on condamne, point. On s'arrête là. On ne traduit pas en justice. Par contre, là, c'est un étranger. Hein. Il a beau être blanc, c'est un étranger. Donc, on peut amener ça jusqu'en justice. Il n'y a pas de souci. Voilà ce que moi, je peux dire dans un premier temps. D'accord. Monsieur Bien Malade, vous aussi qui êtes un amoureux du football, on est tous ici, monsieur Guénon aussi. Monsieur Bien Malade, Galtier, ses propos sont racistes, ou vous êtes condamné, on verra, on saura après le 15, comme on le dit. Laurent Blanc, lui, c'était bien enregistré, on a entendu, hein, il a été vraiment très loin dans ses propos, il était très remonté contre les Noirs et les gens d'origine. Il y a d'autres entraîneurs dont on ne parlera pas. En Angleterre, on a vu des joueurs, Anelka, qui disaient depuis longtemps que le fait qu'ils soient musulmans, ça posait des problèmes aux entraîneurs et qu'on disait des choses, mais on ne voulait pas que ça sorte. Il y a beaucoup de joueurs qui n'ont pas parlé, mais qui ont quand même fait remonter des informations sur plusieurs entraîneurs
qui ne signait pas les contrats aux joueurs noirs parce que il y a le débat des joueurs africains, il y a la Coupe d'Afrique qui va approcher au mois de janvier, qui se joue en janvier. Il y a des équipes, on l'a entendu, le président de Naples qui a dit, lui ne recrutera plus jamais les Africains parce qu'ils ne sont pas disponibles en janvier. Alors que la Coupe du Monde, enfin voilà, ce genre de propos on n'entend pas sur les Occidentaux. Et le racisme dans le football, il est combattu. Pourquoi Laurent Blanc, il passe entre les mailles et puis M. Galtier, non? Non, mais vous savez, le foot, surtout le foot, hein, c'est dans tous les sports, tout ça, le racisme, tout. Mais le foot, pourquoi c'est plus visible? C'est parce que le foot aussi, ça brasse beaucoup d'argent. Ça brasse beaucoup d'argent. Donc cette saga au niveau du foot a toujours été là. Vous voyez même les saluts nazis en partout en Europe, hein, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en France. Vous voyez, mais ils sont généralement moins sanctionnés. Pourtant, on les connaît, c'est toujours les mêmes. On interdit 1 mois, 2 mois des stades, après ils reviennent. Et ils refont les mêmes saluts nazis. Donc le foot a beaucoup d'argent et les gens ne veulent pas voir aussi certains noirs africains être des milliardaires, rouler dans des Porsche, dans des Ferrari, même si ils ne le disent pas, mais ça fait mal. Mais comme ils ont leur talent, ils ont besoin d'eux pour gagner des coupes, on est parfois obligé de composer avec eux. Mais au fond, ils n'aiment pas ce que Laurent Blanc a dit, mais c'est ce que les autres pensent bas. Et il a dit tout haut. Puisqu'il a joué avec des Français noirs, avec tout le monde. Il y a longtemps qu'il est dans le milieu. Donc, il connaît ce qui se dit. Même Galtier, ils connaissent tous. C'est des choses, bon, parce que bon, vous ne le dites pas, moi je veux le dire. Advienne que pourra. Mais même lui, il ne sera pas vraiment sanctionné. On va le sanctionner parce que, bon, ils veulent enlever, l'écarter de l'équipe du PSG, de plein de choses. Et ils mettent un peu l'accent sur lui. Mais même Laurent Blanc, il savait qu'il ne risquait rien, puisque ça se parle, même au plus haut niveau. Mais même toi au Congo, les Congolais, un étranger vient, il gagne des millions. Mais à un moment, parfois, bon, c'est un peu naturel, hein, mais c'est que c'est ciblé plus sur les Noirs, les Arabes, parce que c'est des gens qui sont hors continent européen et qui gagnent beaucoup d'argent. Vous pensez que l'argent que Samuel Eto'o a eu, les Didier Drogba, les Français là, ils aimeraient avoir ça pour eux. Donc ils ne sont pas contents. Parce qu'ils disent les Noirs là ne méritent pas cet argent-là. Et puis ils épousent nos belles femmes avec l'argent qu'ils ont. Alors qu'ils reviennent là pieds nus, ils n'ont rien, ils sont tout malheureux arrivés ici. Ils tournent, ils sont dans le 16e, ils brassent beaucoup d'argent. Voilà, c'est un problème aussi, entre guillemets, de jalousie. Mais c'est le racisme dans le sport, en particulier le foot, a toujours existé parce qu'il y a beaucoup d'argent. S'il n'y avait pas l'argent, il n'y aurait même pas le racisme. Peut-être ils laissaient les Noirs jouer, si c'était gratuit. Ils étaient même curieux de venir assister les Noirs qui courent après un ballon. La jalousie fait que l'autre devient celui qui prend ma place et celui qui n'est pas mieux que moi, parce que moi je suis blanc, je suis supérieur, lui il est inférieur, il prend l'argent plus que moi. Il est inférieur. Oui, alors pourquoi lui serait mieux payé alors qu'il est esclave, il resterait esclave, moi je suis le maître et moi je gagnerais toujours plus que lui. C'est un peu ça, mais Laurent Blanc n'a pas été condamné comme on le fait aujourd'hui pour Galtier, et même si Galtier a des origines, comme dit M. Ndian, d'ailleurs, non, demain par mois, M. Galtier a dit, comme vous dites, ce que disent les gens tout bas. On a entendu d'autres phrases de grands entraîneurs dont on ne va pas citer ici parce que ça peut nous voir des procès, mais des grands entraîneurs qui ne prenaient plus les joueurs africains, tout simplement parce qu'on pouvait dire aux Africains, votre Coupe d'Afrique en janvier, on n'en veut pas, mettez-la en juin, on a mis en juin, ramenez-la en janvier, et on dévalue le football africain alors que les grands joueurs africains font la beauté des grands clubs européens. Monsieur Ebelebe, oui. Vous savez un peu l'anecdote, parce que quand j'étais étudiant, il y avait le directeur des études de l'OGES, Office congolaise des étudiants et des stagiaires. Donc, lui, il nous disait, quand vous venez poser vos problèmes, pas à son âme, il est même décédé, ne venez pas avec des exemples, des comparaisons. Par exemple, quand on dit Laurent Blanc n'a pas été condamné, Galtier est condamné, on fait maintenant une comparaison. Pourquoi lui, tout ça?
La vie, elle n'est pas comme ça. Il y a plusieurs circonstances. Même si la chance, il y a la chance, il y a le temps, circonstances de temps, de lieu, il y a plein de choses. Donc parfois, comme monsieur Gabriel Nzio a dit que la justice est parfois, j'ai même oublié le terme qu'il a utilisé. À géométrie variable. À géométrie variable. Donc voilà, moi aussi, je pense que c'est aussi ça, sa géométrie variable en fonction du temps, de lieu, des circonstances. Il y a plusieurs paramètres qui rentrent en course. Donc on ne peut pas dire qu'il fallait condamner Laurent Blanc, ensuite condamner, non. C'est tombé sur lui, voilà, il assume, il subit. C'est dur, mais c'est comme ça. D'accord. M. Gaïno. Même sur le... D'accord, on va prendre M. Gaïno qui n'a pas encore parlé, s'il vous plaît. Merci beaucoup, M. Miabanat. M. Gaïno, comparaison n'est pas raison, c'est ce que dit M. Miabanat avec M. Ndion. Comparaison n'est pas raison. Des propos racistes de M. Galtier lui veulent aujourd'hui d'être celui qui va payer donc pour tout le monde. Mais, comme je dis, vous qui assistez au football, est-ce que les Africains eux-mêmes défendent vraiment, ou plutôt les immigrés défendent vraiment leur cause? Parce que là, c'est beaucoup plus d'autres qui dénoncent, et ceux qui subissent ça, on ne les entend pas beaucoup. Ou j'ai tort de le penser. Hein. Ah, si, on les entend, parce qu'ils ont eu même à faire des grèves parfois au cours de certains matchs, et ils se défendent. Vous savez, le racisme en Europe, c'est quelque chose qui est ancré dans leur mémoire, partout. Le sport, c'est vrai, là, parce qu'on en parle, le sport est très médiatisé. Mais s'ils prennent les Africains, c'est parce que les Africains ont du talent. Ce n'est pas parce qu'ils veulent les prendre, c'est parce qu'ils ont du talent, ils ne peuvent rien malgré leur racisme. Mais partout, vous avez du racisme. Moi, j'ai fait l'enseignement ici, c'était pareil. Et, on dit, ceux qui crient dehors, ce sont des enfants noirs, ils parlent, ils crient, tout était toujours, tout ce qui était négatif, c'était lié à eux. Voilà, donc le racisme ici en Europe, c'est pas maintenant. Et je crois que on avait déjà fait une émission, je disais, pour combattre le racisme, il faudrait aussi que nos pays africains se développent. Regardez aujourd'hui le regard qu'ils posent sur le chinois ou sur un homme de l'Arabie Saoudite, c'est pas le même regard qu'ils posent toujours sur un Africain. Pour eux, nous sommes au bas d'échelle et voilà, on vient chez eux parce que ils ont tout, ils oublient qu'ils nous ont volé, qu'ils ont pillé toutes nos richesses et actuellement ils pillent même nos intelligences parce qu'on a pas mal de hauts cadres africains qui sont ici, qui s'exilent ici à cause de la dictature qui règne en Afrique. Donc vous voyez, le racisme est un peu partout. Mais la justice, comme a dit M. Gabriel Ndion, ben, elle fonctionne à géométrie variable. Donc, vous voyez, tous les cas ne sont pas traités de la même manière. Ça dépend, il y a des cas qui sont très médiatisés, ça dépend de l'endroit, ça dépend avec qui tu as affaire, et ça dépend aussi de ta propre posture. Donc, vous voyez, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Et ça, on va subir ça en politique. On a vu Madame Taubira, on a vu Ramayad, on a vu... vous voyez les lettres parfois qu'on reçoit en politique, on vous insulte, on vous dit n'importe quoi. On a vu dernièrement pour le dernier ministre de l'Éducation nationale qui a subi ça de manière violente. Hein. Tout à fait. Il a fait voilà. 6 mois, 1 an. Vous savez, M. Aziz Begag, qui était ministre délégué, il est d'origine algérienne. Vous savez que lors d'une sortie avec le Premier ministre, tout le monde avait le président même. Tout le monde avait des voitures. Lui, il n'avait pas de voiture. Et il arrive dans la salle, il n'y avait pas une chaise prévue pour lui. Moi, j'ai son livre, il a écrit ça dans son livre, ce qu'il a subi. Vous imaginez que vous arrivez en sortie officielle avec le président de la République, tous les ministres ont des voitures, tu n'as pas de voiture. Il faut qu'on te cherche une voiture sur place, et même la chaise. Ce que nous dénonçons ici, qui est du racisme, ça sera ma dernière question sur ce sujet, dans les pays africains, notamment de là où nous venons, ça s'appelle du tribalisme. Et le tribalisme, c'est une forme de discrimination où on arrive à avoir... Exactement. Oui. Exactement. Pour moi, le tribalisme et le racisme, je les mets dans une même assiette, c'est la même chose. Sauf que le racisme, on voit la couleur de la peau, mais le tribalisme, on voit l'argent, on voit, je ne sais pas moi, la langue, la vie.
Oui, Mais, on va faire de sorte que vous, M. Gaïno, parce que vous êtes du plateau, vous n'aurez pas le droit d'avoir un poste. M. Niambalade, parce qu'il est de la Lécoumou, il n'aura pas un poste. Moi, parce que je suis du Poul, je peux avoir un poste. Ou bien M. Ndian, parce qu'il parle très bien comment dire, la Boma, lui, il ne peut pas plaire au pouvoir parce qu'il n'est pas du Poul. Il n'est pas... Bon, bref, c'est ça le tribalisme, c'est ça le racisme. Ben voilà. Tout à fait. Et ça a des répercussions partout, hein, ça a des répercussions même sur le plan politique, hein, M. Kayus Ebelebe. Regarde seulement les 2 cas les plus récents. Le comportement de son Excellence, le président Emmanuel Macron, vis-à-vis du coup d'État. C'est un coup d'État. Hein. Le coup d'État qui a été fait au Tchad, il a apprécié. Le coup d'État qui a été fait récemment au Gabon, ben, il n'a rien dit. Il est d'accord. Il s'est même déplacé pour l'intronisation du président tchadien, là, avec la mort d'Idriss Déby. Mais il n'approuve pas du tout le coup d'État qui s'est fait au Niger. Il n'approuve pas du tout le coup d'État qui s'est fait au Mali. Donc c'est toujours à géométrie variable, 2 poids, 2 mesures selon les intérêts. Et c'est aussi ça le racisme. Quand on est content, on supporte M. Eto'o, et quand M. Eto'o rate son but, s'il est français, on lui rappelle qu'il était d'origine camerounaise. C'est ça le monde. Et nous allons passer donc à l'autre sujet qui est le dernier, qui est celui sur le Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville, la question qu'on a voulu, enfin, le sujet dont on veut aborder, c'est quel est le rôle des militaires au Congo? On l'a vu, on ne va pas revenir sur ce sujet. Des enfants ont voulu devenir militaires. Le drame, c'est qu'ils ne sont plus aujourd'hui sur Terre. Les parents pleurent et pleurent toujours leurs enfants parce qu'un deuil, il reste à vie et il marque à vie. Et la question qu'on se pose, c'est quel est le rôle des militaires au Congo? Cela m'amène à aborder aussi le rapport du ministre et le débat que cela soulève. Je vais commencer par M. Niambalade. M. Niambalade, le ministre Henri Mondjo, je crois que c'est M. Mondjo plutôt, mais je ne sais pas son prénom. M. Mondjo a pointé du doigt les erreurs. Richard Mondjo a pointé du doigt. Non, Richard. Il a pointé du doigt les erreurs du Premier ministre congolais. D'ailleurs, c'est son ministre à lui, c'est son Premier ministre. Ce qui est déjà très rare de voir un ministre congolais critiquer son chef supérieur. En plus, c'est un militaire, il aurait dû se réserver le droit de le dire en privé. Mais il contredit son Premier ministre. Et lui-même, dans les réseaux sociaux, il y a une lettre qui circule qui lui demande, lui, en tant que ministre des Armées, d'assumer l'erreur de ses subalternes. Un chef militaire doit, lui, assumer l'erreur des gens que lui, il commande. Mais lui, il expose ses subalternes. Est-ce que dans le cas du Congo, enfin, excusez-moi, l'armée joue son rôle tel qu'on définit une armée républicaine? Quand le peuple a besoin d'elle, où est-elle? Mais, monsieur Ebelebe, c'est vraiment triste de le dire. Vous savez qu'au Congo, entre guillemets, on peut dire qu'on n'a pas une armée. Parce que quel est le rôle de l'armée? Mais ça, ce sont des responsabilités régaliennes. Quand l'armée, la police, les institutions là sont faibles, c'est que le pays, vous êtes exposé à tout. Le Congo n'a pas une armée. Vous voyez comment même le Rwanda malmène la RDC. Mais c'est parce que tout a été détruit. Et chez nous, c'est pareil. Là où les militaires, même après les études, ils ont oublié même leur vraie notion, leur rôle. Les militaires au Congo, c'est plus le business. C'est plus les parrains des Libanais. Mais une armée comme ça, vous voyez les militaires à tout bout de chemin. Alors que dans d'autres pays, l'armée, la grande muette comme on l'appelle, doit être rare. On les voit en cas de quelque chose. Quand vous voyez plein de militaires dans les rues, mais c'est que le pays, il y a un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. Dans les vrais pays, c'est comme ça. Quand les militaires sortent, ils ne peuvent pas voir le diable. C'est que c'est grave. Mais chez nous, on est habitué à voir même les militaires dans l'Enganda. Donc, la déontologie professionnelle, ils n'en ont pas. Puisqu'il y en a qui viennent sous. Ils dorment sur un comptoir avec son arme, avec des PMK. Déjà, rien que ce comportement-là, je ne peux pas parler d'une armée congolaise bien éduquée, bien républicaine, bien régalienne. C'est des businessmen, ils ont des taxis, ils ont des bus, c'est des parrains des Libanais, puisque même les Libanais arrivent à menacer les citoyens, alors que l'armée est censée protéger les citoyens. Mais un Libanais qui vous dit, mais vous blaguez, si vous ne faites pas ça,
moi j'appelle le général et vous allez voir ce que vous allez voir. Alors que ce général est censé protéger son citoyen. Donc au Congo, tout est renversé. C'est vraiment pyramide renversée. Il y a trop d'officiers. Tout ça, c'est seulement pour satisfaire tout le monde. Notre armée a plus d'officiers que de subalternes. Dans quelle armée vous allez voir tout ça? Trop de colonels, il y a des généraux, des commandants, mais les hommes de rang, ils ne sont pas nombreux. Raison pour laquelle même, je crois, le président a lancé le recrutement là, des hommes de rang pour essayer d'équilibrer les choses. Parce qu'on n'a pas une armée. Parce que les militaires, ce sont les hommes d'affaires. Les militaires sont des hommes à femmes. Donc, c'est des traîtres du pays. Ils peuvent trahir le pays. Un militaire qui est habitué à l'argent, un officier qui est habitué à vivre dans des grands standings, alors que le militaire, c'est quelqu'un qui doit vivre avec le minimum, parce qu'il doit être adapté aux conditions rudes de la vie. Mais chez nous, c'est des gens qui vivent dans l'opulence. Mais vous pensez que celui-là, il peut aller combattre? Il peut protéger le territoire? Mais non, même les Angolais, quand ils viennent nous menacer là, tu vois, ils battent en retraite. Ils sont même absents. C'est pour ça qu'on a des problèmes. Non, moi j'ai des enfants. Oh, moi j'ai un bébé. Oh, moi je ne peux pas faire ceci. Mais quand il y a l'argent, ils sont tous là-bas. Quand il y a les business, ils ont les galons seulement pour résoudre leurs problèmes de famille, mais pas pour défendre la République, défendre le territoire congolais. Ça, je mets ma main au feu. Monsieur Gaïno, l'armée congolaise n'est pas présente, n'existe pas. Dans d'autres pays, l'armée, on va parler du Maroc. Au Maroc, il y avait une émission sur Arte où on avait mis le roi et le pacte avec l'armée. Est-ce qu'au Congo, le pouvoir a signé un pacte avec l'armée pour que son pouvoir soit assis? Si on regarde on va dire, les secteurs les mieux payés au Congo, l'armée est en premier, ensuite la justice, et les médecins et les enseignants sont très mal payés, ce qui est quand même étonnant. L'armée est la mieux payée et apparemment les salaires sont à jour. On a vu, pour terminer, une note de service, je pense qu'elle a été prise par le président lui-même et son ministre de la Défense, que les militaires qui partent à la retraite ne partent pas à la retraite, ils gardent leurs fonctions, ils gardent aussi leurs émoluments. Est-ce que ce n'est pas ce pacte-là qui garantit au pouvoir la stabilité de son pouvoir? Mais bien évidemment, c'est ce pacte-là, parce que, vous savez, moi je me rappelle bien à l'époque, quand j'étais encore étudiant au Congo, j'avais un ami qui était sous-lieutenant. Il avait ma femme qui était prof de collège, gagnait plus que lui. Et nous, on se moquait même des militaires à cette époque-là. Mais lorsque l'armée véritablement a pris le pouvoir, là aussi, tu me diras, c'était sous Marine Ngouabi, bien sûr, mais il y avait le parti qui dirigeait l'État. Et le parti n'était pas entièrement militaire. Mais après, ceux qui sont venus après, ils ont signé le pacte avec l'armée, qui fait qu'on a corrompu l'armée. C'est une institution corrompue. On leur a mis des salaires mirobolants. Vous avez des généraux. On a multiplié, on a inversé la pyramide. Vous avez plus d'officiers supérieurs que des soldats. Alors, et en plus, on a des officiers c'est des militaires qui n'ont aucune formation professionnelle. Ils ne connaissent rien, c'est des chômeurs largement payés. Donc, vous voyez que quand on est chômeur, qu'on touche ce salaire-là, ils ont même de gros ventres. Hein. Vous ne pouvez pas faire la course avec eux, ils ont de gros ventres. Donc, ils ne peuvent pas courir. Alors, vous voyez, donc, quand on a une armée comme ça, on n'a pas véritablement une armée, on a une armée qui a été réduite à l'état de la milice, mais qui sert le pouvoir en place, qui est là pour protéger le pouvoir. Un militaire n'est pas fait pour garder. Un militaire doit pas jouer le rôle de la police. Moi, j'ai vu, et ça, tout le monde le sait, à Brazzaville, on voit des militaires qui gardent les maisons des officiers ou des femmes d'officiers, des généraux et même des ministres. On a vu les militaires se mettre au garde devant la femme d'un directeur, du Trésor, je crois. Du Trésor. Du Trésor. Mais ça, dans d'autres pays, tous ces militaires auraient été sanctionnés et même exclus. Bon, en plus, comme ce que vous venez de dire, vous avez des gens qui auraient pu prendre la retraite depuis au moins. L'armée, c'est la fonction publique chez nous. Donc, on ne peut pas, il y a une limite d'âge. Et quand on atteint cet âge-là, on doit obligatoirement prendre la retraite. C'est comme ça.
C'est dans le privé, il y a cette liberté, mais pas dans la fonction publique. Et aujourd'hui, vous avez des vieillards de 70 ans, de 80 ans, qui sont encore actifs dans l'armée. C'est incroyable. C'est pas une armée, nous avons... Ils sont actifs pour garantir le pouvoir, pour assurer... Voilà, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, M. Bélébé. Allez-y, M. Ndion, pourquoi ils sont là toujours? Pourquoi l'armée est mieux payée que les médecins, mieux payée que les professeurs? Non, j'aimerais répondre comme ceci. J'aimerais d'abord rappeler que... C'est pour dire seulement qu'au Congo, l'armée, ce ne sont pas des militaires, mais ce sont des vigiles. Ils gardent le pouvoir. Allez-y, M. Ndion. Bon, mais je vais répondre quand même. Allez-y. Bon, moi je pense que il n'a échappé à personne, hein, que l'armée a 2-3 fonctions fondamentales connues qui sont respectées au Congo. Notamment, l'armée a pour fonction principale donc d'assurer la sécurité du territoire national. L'armée a pour fonction principale d'assurer la sécurité des populations. Et l'armée a pour fonction principale d'assurer la paix aussi dans le pays. Ah, donc vous pensez que le stade d'Ornano, ils ont assuré la sécurité de la population? Vous pensez que le papa qui pleure son fils aujourd'hui, l'armée a sécurité son fils? Vous pensez que l'armée, quand on voit les policiers... Non, je vous interromps 2 minutes. Quand vous voyez les policiers taper, casser les jambes des militaires, des jeunes sous le pont à Brazzaville, l'armée joue son rôle. Aujourd'hui, le peuple congolais, j'ai terminé par excusez-moi, le peuple congolais, dans son ensemble, même dans sa majorité, vous compris, même si vous êtes plus démocrate et vous devenez beaucoup le PCT, ce qu'on vous reproche, mais j'admire votre conviction. L'Afrique de l'Ouest, on vient de le dire, est admirée parce que l'armée a pris ses responsabilités. Au Congo, est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui que les Congolais sont fiers de son armée? Vous pouvez continuer. Eh bien, je vous réponds, je vous dis ceci. Je suis tout à fait d'accord avec son Excellence, Monsieur le ministre Monjo, Richard, d'avoir condamné l'attitude des militaires qui ont commis des erreurs, des fautes professionnelles, en bastonnant le peuple, en bastonnant les jeunes, en les frappant, Je suis d'accord. Ça, je suis le premier à le condamner aussi. Lorsque l'armée commet des erreurs, des fautes, par abus, par excès de zèle, il faut le condamner et je le condamne. Mais je dis ceci, on peut pas caricaturer comme le fait M. Sostel Miambala, on peut pas caricaturer l'armée congolaise comme le fait M. Gaïno, en généralisant comme ça. Nous avons une armée. Cette armée a été formée dans les plus grandes écoles connues, que ce soit les écoles occidentales ici en France à Saint-Cyr, que ce soit les écoles de l'Europe de l'Est à l'époque, la Roumanie ou l'URSS, l'Union des républiques socialistes soviétiques de l'époque à Moscou, que ce soit en Algérie ici. Nous avons été bien formés. Ça, c'est de un. De deux, nous avons une armée qui existe dans la mesure où, je ne sais pas, quel est le voisin qui nous fait des problèmes à qui on n'a pas répondu? Est-ce que le Gabon nous fait des problèmes? Le Cameroun, le Tchad, le Centrafrique, la RDC, l'Angola, nos pays frontaliers nous font des problèmes et nous n'avons pas pu être en mesure d'assurer la paix ou de combattre les ennemis contre la République? Non. Donc, mais dans tout système... Les Angolais font plusieurs excursions à Kimongo. L'armée congolaise est muette. Elle n'a jamais réagi. Ça, c'est con, ça. Tout le temps, moi, je sais plus, ça remonte de quand vérifier, vous allez voir. Mais on voit souvent sur le plan mondial, sur le plan africain, moi je ne connais aucun exemple d'un pays frontalier au Congo, c'est-à-dire le Gabon, la RDC, le Cameroun, le Centrafrique, le Tchad, pas le Tchad, l'Angola. Je ne connais pas un exemple d'un pays comme l'Angola qui a attaqué le Congo. Quand est-ce que l'Angola a attaqué le Congo? Quand on tue les villageois, par l'armée en tenue, ils rentrent à Kimongo, on tue les gens et ils partent, notre armée ne réagit plus. Pas même le commandant de la zone numéro, je ne sais pas combien de Dolisie là. Ils disent rien, ils partent en retraite. Après, ça passe. Il y a eu même 3 fois. Moi, je constate, monsieur Miambalat. Vous avez parlé. Monsieur Miambalat. Écoutez-moi. Monsieur Miambalat. Et monsieur Gaïno. Vous avez parlé tous les Mais notamment monsieur Miambalat. Vous êtes le premier à nous dire toujours que
on vous interrompt, on ajoute n'importe quoi pour ne pas vous parler. C'est vous qui interrompez souvent, monsieur Ndia. Non, mais parce qu'il prend plus de temps que les autres. D'accord, monsieur Ndia. À un moment, on est obligé, même s'il dit qu'il est tout seul, c'est pas la bonne raison. D'accord, est-ce qu'on peut laisser terminer? Allez-y, terminez pour terminer. Qu'il soit court. Oui, mais c'est que moi, j'ai mis les 3 minutes. J'ai mis 3 minutes et vous me faites arrêter les 3 minutes à chaque fois parce que vous intervenez. Et après, vous dites que monsieur Ndio, je le favorise. Donc, je disais ceci. Nous ne pouvons pas ça, c'est une caricature que fait M. Sosen Nyambala et M. Gaïno. On ne peut pas prendre des exemples isolés comme ça, des militaires qui ne respectent pas la déontologie professionnelle. Je suis d'accord avec vous. Des militaires qui devaient être des professionnels. Ils sont dans les bars, dans les Nganda avec la tenue militaire, ou bien qui sont au service des Libanais constants. Oui, je ne refuse pas que ces cas existent, mais c'est des cas périphériques. Vous ne pouvez pas généraliser que toute notre armée, c'est des businessmen, c'est des gens qui font du commerce, c'est des gens qui font du... Mais non, soyons sérieux. Il peut y avoir 2, 3 généraux qui ne respectent pas la déontologie militaire, professionnelle, qui font des affaires. Je suis d'accord. Et c'est à condamner. Je le condamne. Je le condamne. Mais vous ne pouvez pas généraliser que nous n'avons pas une armée. Nous avons une armée avec ses imperfections, oui. Nous avons une armée, même s'il y a eu le drame de Orlando. S'il vous plaît, conclure, s'il vous plaît. Oui, donc je dis que c'est faux. C'est faux de dire que le Congo n'a pas d'armée. Je dis que le Congo a une armée avec des professionnels, même si il y a des déboires. On a compris. Monsieur Gaïno, vous voulez répondre, monsieur Gaïno, s'il vous plaît. Monsieur Ndia n'a pas répondu à la question. Est-ce que pour lui, je lui ai posé la question, je la pose à vous tous, pour vous, vous pensez que les Congolais, quand ils regardent ce qui se passe au Mali, au Burkina, même au Gabon, ils sont fiers de leur armée congolaise? Monsieur Karis, je vais facilement prendre des exemples pour avoir quand même été formé militairement. J'ai fait la défense civile. On appelait ça la défense estudiantine. Et je sais de quoi je parle. À notre temps, nous qui étions seulement des miliciens, on avait le champ de tir. On allait au champ de tir avec les officiers. On faisait les exercices militaires avec les officiers. Aujourd'hui, à Brazzaville, au Congo, je pense qu'il n'y a plus de champ de tir. Donc, et aussi le matériel. L'armée n'a plus de matériel. Alors, quand ils parlent qu'ils ont été formés dans les grandes écoles, d'accord, mais on peut sortir même de la plus haute école du monde. Mais quand vous n'exercez plus, vous perdez toutes vos connaissances. Or, ce qui est vrai, c'est que nous avons une armée de chômeurs dans Brazzaville. Il ne va pas dire le contraire. On les voit se promener, ils ne font rien. S'il a encore bonne mémoire, il se souviendra que le boulevard des armées a été dirigé par Alfred Raoul, qui était un militaire. Parce qu'il était formé. À l'époque, on formait les militaires, il y avait des maçons, il y avait des ouvriers, des tauliers, des mécaniciens et tout le monde. Aujourd'hui, demandez à vos militaires qui sont là. Qui peut être mécanicien? Qui peut être ceci? Il n'y en a pas. Donc, c'est bien beau, M. Gabriel. Je veux bien que tu défendes. C'est notre pays. Mais disons les choses vraies aussi. Ne défendons pas pour défendre. Parce que moi qui te le dis, puisque moi, j'ai fait la défense, je peux vous montrer mes photos, les gens me connaissent. C'est les anciens, bien sûr. Hein? Je peux vous citer les bibalos du Congo qu'on a tués à Lubumbashi, là, c'était nos formateurs. Donc, on avait même les camions. Nous, on était habillés. Et on allait au champ de tir, on faisait des exercices dans les maisons, comment tenir un fusil, parce qu'on avait des munitions. Mais là, ils n'ont même pas de munitions, les militaires sont désarmés. Je ne sais pas comment tu peux appeler ça qu'on a une armée. Même à l'époque, Marine Ngouabi se plaignait, et je pense que j'ai des frères à moi qui sont encore ici, qui sont même au PCT, qui peuvent le reconnaître quand Marine Ngouabi se plaignait que lorsqu'on avait des programmes avec l'Angola, les militaires congolais refusaient d'y aller. Quand on les appelait, ils disaient « Ah, moi, je suis seul dans ma famille, j'ai 5 enfants, j'ai ceci, cela. » Et Marien allait là. C'est pas tout le monde. Il y a quelques militaires qui se plaignaient. Oui, pas tous. Quelques militaires, mais après, aujourd'hui, ce qui se passe à Brazzaville, je crois que c'est tout le monde. C'est ce que tu veux savoir. Mais quand tu vois
les militaires qui vont garder les maisons. Mais c'est beaucoup de maisons. C'est beaucoup de maisons, mais s'il y a 30, 40 militaires qui gardent les maisons, ce n'est pas le rôle, M. Dion, des militaires. Il faut savoir qu'il y a le rôle voué à la police. Il y a le rôle des militaires. Ce n'est pas le même rôle. Et sinon encore, on a même des gendarmes. Ce n'est pas non plus le même rôle. D'accord. M. Gagnon, votre conclusion, est-ce que vous n'avez pas répondu à ma question? Est-ce que les Congolais sont fiers de leur armée quand ils comparent les autres pays? Quand ils comparent ce qui se passe au Gabon, au Niger Voilà, je tire la conclusion en disant que pour être maçon, il faut avoir les outils. Quand on n'a pas des outils, on ne peut pas se dire que je suis maçon. Bon, la question n'a pas répondu. Monsieur, vous avez répondu à une autre question. Monsieur, moi, je réponds. S'il vous plaît. Comment être fier pour votre armée lorsqu'elle ne résout pas vos problèmes? Elle ne s'occupe pas de vous. Comment être fier même d'un parent qui ne fait rien pour vous? On ne peut pas être fier seulement pour le plaisir que le Congo a une armée. C'est assurer la sécurité des Congolais. Regardez, là, je vous ai pris un exemple. Il y a un jeune, même la police, c'est pareil. Un jeune, excusez-moi, qu'on arrête le 25, on amène au PSP de Poto-Poto, après, jusqu'au jour, le jeune disparaît. Il a été tué. Sous prétexte... Ça, c'est pas l'armée, c'est la police, ça. Non, oui, non, là, je vous ai bien dit. Je vais un peu vers la police. Mais qui garde le magasin d'un Libanais, au lieu d'être prêt pour garder la République, le territoire, en cas de quelque chose, il va quitter chez le Libanais pour aller combattre ou comment? Il est sous. Mais est-ce qu'ici, depuis que vous êtes ici, M. Gabriel, vous croisez combien de fois les militaires dans les bars ou bien même dans les métros? Ils sont très rares parce qu'ils sont prêts en toute éventualité pour la France. Dans les camps. Le colonel est à l'hôtel avec 4 femmes. Oh, il sera l'état-major camp. Là, vous caricaturez, là, M. Sosten Niambala. Un seul militaire avec 4 femmes. Comment il fait? Comment il fait? Mais parfois, il faut caricaturer parce que j'en connais des colonels qui sont dans les hôtels, comme ça, avec son arme, tout ça, il vient, il enlève son béret. Je dis, ça, ce sont les... Moi, je dis ceci, hein. Moi, je suis fier de l'armée congolaise, malgré ses imperfections, malgré ses déboires du drame de Dornano, malgré que les policiers sont dans les hôtels, comme vous dites. Il y a des imperfections qu'il faut améliorer, c'est tout, mais je suis fier de notre armée. D'accord. Ma question, je réponds, je continue sur une autre question. Je continue sur une autre question. Monsieur Ndion a pointé du doigt la fierté d'entendre le ministre Mondjo en train d'exposer ses subalternes. La question que je vous pose, monsieur Ndion, vous êtes en France, quand un cas aussi dramatique arrive en France, est-ce que c'est au subalterne ou à l'inférieur de démissionner ou c'est au ministre de démissionner? Écoutez, la civilisation française, sinon européenne en général, française en particulier. Quand ça vous arrange, vous faites ça. Monsieur Ndion, vous venez de vanter, attendez, vous venez de nous vanter la fierté de l'armée congolaise de former des cadres à Saint-Cyr, et là, c'est pas la civilisation européenne que vous vantiez. La qualité de la formation européenne. Je dis, en France, il y a une culture, hein. Oui, mais s'ils ont été formés en France, c'est ce que dit Foucault, s'ils ont été formés en France, ils appliquent cette formation-là. Monsieur Mondjo ne devrait-il pas démissionner? Est-ce que le président ou le chef des armées ne devrait-il pas sanctionner son ministre de la Défense? Ça, c'est une. Deuxième question, vous avez les anciens enfants de troupes, AET, qui forment un effectif très très important depuis plusieurs années, qui sont dilués dans la masse, très peu se voient, on les voit désormais, ils sont beaucoup en civil, ils sont, comme on dit, des infiltrés, des gens invisibles, qui envahissent les administrations, ils sont nombreux dans les administrations, dans les entreprises congolaises, ils gèrent, ils fusionnent, ils occupent des postes où ils arrivent à infiltrer la société. Ce n'est pas ces gens-là qui participent à renforcer le pouvoir. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la souffrance du peuple congolais, les enfants de AET, le ministre Mondjo qui, lui, toujours, enfin, on va toujours voir, au Congo, les ministres ne sont pas touchables. Hein. Vous avez un exemple, monsieur Gagnon pourra témoigner, le ministre de la Santé, le ministre plutôt de l'Enseignement, monsieur Moutou, qui a un scandale dans son ministère, lui, il nous dit qu'il n'était pas au courant. Madame Nicolo,
son dossier sur les détournements de fonds, elle est protégée, elle n'était pas au courant. Les grands travaux, ils ne sont pas toujours au courant. Quel est le ministre au Congo qui est responsable de son ministère? On ne sait pas. Monsieur Ndian, l'armée occupe toutes les fonctions au Congo, ils sont présents partout, au travers des enfants de troupes, je le rappelle, qui sont en civil désormais, mais qui occupent des hautes fonctions de l'État, déguisées sous la forme de costume-cravate. L'armée congolaise ne participe pas-elle au sous-développement du Congo? C'est la question profonde. Est-ce que l'armée congolaise ne participe pas au sous-développement du Congo, pays émergent, dit-on en 2025? Si vous pouvez répondre chacun pour qu'on puisse conclure, parce qu'on a passé plus de 2 heures sur chacun des sujets, ou si vous pensez qu'il faut ajouter, vous ajoutez. Vous avez chacun de vous 3 minutes. On commence par M. Ndian. Écoutez, moi, l'assertion selon laquelle l'AET serait au service du pouvoir, au service pour maintenir le pouvoir en place en étant des espions infiltrés dans la société française, dans la société congolaise, bon, c'est un point de vue qui vous appartient. Hein. Moi, je ne le considère pas comme ça. Ça, c'est de un, maintenant de deux. Je ne pense pas que l'armée puisse être un poids qui serait un frein pour le développement ou pour l'émergence des pays africains. Hein. Non. Moi, je dis et je répète, je suis fier de l'armée congolaise, malgré ses imperfections. Ces imperfections, ces déboires que l'on trouve dans toutes les armées du monde entier, même si chez nous c'est un peu plus développé, peuvent être corrigés. Ces déboires-là peuvent être corrigés. Donc voilà pourquoi moi je continue à croire que je reste optimiste, que même si aujourd'hui il y a beaucoup de problèmes dans la police, beaucoup de problèmes dans la gendarmerie, beaucoup de problèmes dans l'armée en général, dans ces 3 fonctions régaliennes, je pense qu'on peut corriger ces imperfections-là pour que l'armée puisse être au rendez-vous de ces 3 missions. Assurer la paix, assurer la sécurité des personnes, assurer la sécurité du territoire. Merci. Monsieur Gaïno, l'armée congolaise n'est-elle pas aujourd'hui un acteur du sous-développement du Congo? Bah, écoutez, déjà, la tête de l'État, c'est un militaire. Donc, l'armée congolaise est bien responsable du sous-développement. C'est cette armée-là qui avait dit à Marine Ngouabi, si tu avances, nous avançons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Ils l'ont abattu. Quand Marine Ngouabi a reculé, ils l'ont abattu. Et c'est un autre militaire qui, finalement, après l'avoir abattu, prend le pouvoir. Et aujourd'hui, on n'a plus une armée. On a des miliciens qui sont habillés en tenue militaire. Mais par contre, il y a une petite tranche d'armée, c'est ceux qui sont autour du chef de l'État. Donc, poser cette question, oui, mais c'est bien sûr, c'est l'armée qui est le responsable du déclin du Congo. C'est l'armée qui est le premier acteur parce que c'est le seul pays où les militaires qui sont formés pour défendre le pays sont plutôt dans l'administration. Je crois que les écoles dont on cite là ne forment pas des cadres administratifs, même si dans l'armée, il y a l'administration. Mais tous les hauts services ne doivent pas être occupés par l'armée. Or, au Congo, vous ne verrez pas les hauts services, surtout là où il y a de l'argent, où il n'y a pas de militaires. Ils sont en civil, bien habillés, cravate, machin, tout ça là, ils se promènent, ils ne s'entraînent jamais. Donc, c'est vraiment, je pense même, l'armée est le premier responsable du sous-développement du Congo, du déclin du Congo, de tout ce que l'on peut dire, tout le mal du Congo vient de cette armée qui est mal formée et qui est là, qui est devenue seul ascenseur de réussite. Vous voyez, et aujourd'hui, il n'y a que l'armée pour recruter les jeunes. Vous voyez ce qu'on vient de vivre, parce que c'est la seule institution qui existe, qui est capable d'absorber le chômage, parce qu'en fait, après, on ne les forme pas, on les met là-bas. Donc, pour moi, l'armée est le premier responsable du déclin du Congo. Je vous remercie pour votre analyse. On va, M. Nyambalat, avant qu'on ne puisse parler, que vous ne puissiez intervenir, M. Nyambalat, j'aimerais rappeler à M. Ndian que la majorité des militaires congolais aujourd'hui ne sont plus, surtout pour ce qui est des grades de sous-officiers, ne sont plus beaucoup formés à l'étranger, ils sont formés au Congo, notamment à l'académie militaire de Djiri. Monsieur Nyambalat, pour vous, l'armée congolaise, les anciens enfants de troupes déguisés en, comme on dit, col blanc, qui infiltrent l'administration à tous les niveaux, mais qui sont des officiers de réserve, pour beaucoup d'entre eux,
est-ce que eux tous ne participent pas au sous-développement, à la non-émergence du Congo en 2025? Mais d'emblée, je dirais que c'est même les militaires qui sont la source de nos déboires. Pourquoi je le dis? Je reviens toujours dans l'histoire parce que j'aime regarder dans le rétroviseur pour voir ce qu'on a fait dans le passé. Notre histoire, parce que c'est ce qu'on parle aujourd'hui. Mais si vous voyez notre histoire, l'armée a toujours été en politique. Depuis Massamba Deba, les Ouabi, donc l'armée est toujours au centre. Donc c'est pour dire que l'armée, ce n'est même pas un acteur militaire pour garder nos frontières, mais plus un acteur politique. Dès que l'armée s'est incrustée dans le politique, les usines ont fermé, il n'y a plus rien. L'ascenseur social est devenu l'armée. Il faut aller dans l'armée pour avoir du boulot, pour être heureux. Même les militaires qui n'ont pas le droit de contrôler les populations, ils le font. Tu peux voir un militaire t'arrêter, c'est normal au Congo. Il t'arrête, il te demande les papiers, il peut même t'enfermer, t'amener au commissariat, à son propre vouloir, parce qu'il est militaire, il va déposer, gardez-moi ce monsieur-là, sans raison. Est-ce qu'un vrai militaire qui a étudié, qui a la déontologie du métier, il ne peut pas se comporter comme ça? L'armée ne produit rien. Donc, c'est une source de sous-développement. Notre armée ne produit rien, mais consomme beaucoup. Si on fait les statistiques au Congo, c'est le budget militaire qui consomme plus, alors qu'ils produisent moins, peut-être moins de 1%. Ils ne produisent rien. Même les légumes, là, ils n'arrivent même plus à produire. Alors que dans l'ancien temps, l'armée avait quand même quelques fermes, l'armée avait quelques plantations, mais aujourd'hui, l'armée n'a rien. S'il y a un général à quelques plantations, c'est à titre privé. Et ils ont tous des gros ventres. Mais avec des gros ventres, vous voyez les gens dans les ronds-points avec un gros ventre qui ne peut pas... Donc, mais ici, tu ne verras pas ce genre de militaires. Ces gens de militaires sont dans les bureaux. Donc, il y a l'administration militaire. Et les AET, l'école des cadets, mais ça, c'est leur vivier. C'est ceux-là, ils les prennent parce que ce n'est même pas des militaires, c'est peut-être des civils habillés, les AET. Est-ce que vous avez déjà entendu, depuis l'histoire du Congo, qu'un AET a même toussé, fait quelque chose? Le seul qui a voulu faire quelque chose, c'est le général Mokoko. Vous avez aussi M. Mabile Mono qui, de temps en temps, critique, qui est à l'étranger. Il est exilé. Oui, Mabile Mono, mais parce qu'il est ici, il critique. C'est un AET. Mais bon, il y a longtemps, il critique parce qu'il n'est pas servi, il n'est pas dans la mangeoire. Peut-être, bon, il y a eu quelques accords, mais aucun AET. Ils ont une association. Peut-être qu'il est aidé par ses collègues. Leur association ne sert à rien. Association des anciens enfants de troupes, c'est pour embrouiller les Congolais. Ils ne sont pas comme les Ibrahim Traoré, comme les Assimi Goïta, qui aiment leur patrie. Nous étaient même quand ils étaient à l'école générale Leclerc. Mais j'en connais beaucoup. Leur problème, c'était les week-ends, aller dans les quartiers, venir avec leur tenue pour draguer les petites du quartier. Les AET, c'était comme ça. Dès qu'ils finissaient les cours quartier libre, le week-end, tu les vois tous en tenue dans tout Brazzaville, en train de chercher les femmes. Parfois, ils viennent parce qu'il est... Mais la caricature est réelle. À un moment, mais c'est pour ça on caricature, comme si tu as connu les guignols. Mais ce que les guignols disaient, il y avait aussi beaucoup de vérité. Sur 100% de mensonges, il y a au moins 2% de vérité. Ce n'est pas l'inverse. Si ce n'est pas 98 de vrai et 2% de faux. L'AET, à l'époque, l'école des cadets, c'était ça. Tous en tenue, le béret dans l'espèce d'épaulette pour impressionner les gens. Bien sûr que oui. Oui. Et surtout les week-ends, les quartiers libres. Dans les quartiers, tu ne voyais que ceux-là avec des filles dans les coins. Mais est-ce que ça, c'est vraiment une formation militaire? Ceux qui disent qu'ils ont été formés à Saint-Cyr. Mais quand ils arrivent au Congo, ils perdent leur connaissance. Ils ne connaissent même plus. Puisqu'il y a l'habitude, tout Congolais, quand tu arrives, tu veux reformer quelque chose, on dit, oh, c'est toi qui dois arranger ce pays. Mais ce pays, parce qu'il n'y a pas de gens avant toi, donc ils te découragent parce que tu ne fais pas leur jeu. Et ils vendent même les tenues. Les AET, ils ont un code de respect qui fait que, quelle que soit leur
appartenance politique, ils respectent les anciens, donc ils n'ont pas d'engagement, ils ne sont pas censés donner leur point de vue, ni prendre position contre leur chef supérieur, même quand ils ont tort. Monsieur le ministre, vous pouvez conclure pour qu'on puisse terminer notre émission. Mais parce que cette position est volontaire, c'est interdit par leur association des anciens élèves là. Ils se donnent le code là-bas. Raison pour laquelle même quand les anciens, les plus gradés là, vendent comment ils appellent les subalternes là, leur tenue. Mais la tenue, c'est une dotation de l'armée, une dotation militaire. Mais un militaire qui vend les tenues à ses subalternes, mais il est immoral. Mais ça se fait au Congo. Et c'est ceux-là que vous allez qualifier des militaires qui vendent les tenues, l'argent de nos impôts, l'argent pour notre sécurité, la tenue qui est attribuée à un jeune caporal, mais le colonel, il vend les tenues à ses subalternes. Il vend même les mots Seka qu'on donne là. Conclusion, votre conclusion, s'il vous plaît. Mais j'en ai terminé, on n'a pas une armée, notre armée est à reformer. Et pour moi, je préfère qu'on supprime même l'armée. Parce qu'on n'a jamais eu de problème avec les voisins, pour revenir à ce que le vieux monsieur Patrick disait. Notre armée ne sert à rien. On peut garder la police et la gendarmerie et supprimer l'armée. On n'a pas besoin d'être comme les Suisses. On n'a pas besoin d'une armée budgétivore qui nous crée que des problèmes. Moi, si le pays change, moi je proposerais qu'on supprime notre armée. Et on ne va pas mourir, on ne va pas nous tuer. Le temps, peut-être, vous donnerez raison. En tout cas, ça n'était pas contre les AET, mais c'est qu'on sait que les AET sont dans toutes les fonctions et qu'ils sont toujours discrets, mais on sait que ce sont eux qui participent à faire que ce pays avance ou recule, et les militaires aussi sont responsables. Dans le gouvernement congolais, on ne compte pas moins de 5 généraux, même s'ils sont tous en cravate et veste. La présidence, ce sont 2 généraux qui la dirigent aujourd'hui. Le Congo est dirigé par des militaires, M. Ndion. Nous assumons ce que nous disons. C'est une critique, comme dit M. Foucault, pour faire avancer le pays. Il faut bien qu'on puisse décrypter les maladies et les maux qui minent le pays. Moi, je vous demande à chacun de vous de conclure pour que, bien évidemment, nous terminons notre émission et qu'on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité. On va donner la parole à M. Ndion, M. Membalat et M. Gaïno conclura. Écoutez, moi, je suis vraiment très, très, très content du fait que les responsabilités des uns et des autres ont été établies dans le drame d'Ornano, puisque je crois savoir que le ministre de la Défense nationale, Richard Monjo, a donné ses conclusions, je pense, suite à l'enquête, aux enquêtes administratives et judiciaires qui ont été menées. Il y a eu des sanctions qui sont tombées, il y a eu des responsabilités qui ont été désignées. Je le remercie. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Miamalat. Bon, mais conclure dans des conditions pareilles, qu'est-ce que je vais dire? Pour dire que on n'a pas vraiment. Avant, on avait des prémices d'une armée bien, qui avait la cohésion, qui avait l'unité. Le premier principe d'une armée, c'est l'unité, la cohésion. Mais une armée divisée, une armée abandonnée, là où les officiers, il y a un écart entre les officiers supérieurs et les subalternes, il n'y a même pas de contact, ce n'est pas une armée. Une armée, c'est une famille. Donc, moi, je milite pour la suppression de cette armée-là qui nous amène des problèmes. Parce qu'on ne va pas faire la guerre avec la RDC, avec l'Angola qui nous embête. Mieux vaut ne pas avoir l'armée. Donc, ils nous ont créé trop de problèmes. Si nous sommes ici dans ces difficultés, c'est à cause de cette armée-là, en grande partie, je ne dirais pas uniquement, mais en grande partie, c'est l'armée qui tire les manettes. Et nous sommes des marionnettes. Voilà. D'accord. M. Gaïno. Je voudrais tout simplement dire à nos auditeurs qui nous écoutent que ce que nous disons, c'est des mots, nous dénonçons là les mots qui ruinent notre pays. Et ces mots-là doivent être dénoncés et je pense que en les dénonçant, on finit par prendre conscience pour réparer ce mal, parce que ce mal-là, il continue à nous ronger, il continue à nous tuer, il continue à plonger le pays
au fond de l'abîme. Et si on ne prend pas conscience, nous serons toujours les derniers. On est déjà les derniers, on restera les derniers. Vous imaginez l'émergence en l'an 2025 qu'on vous a promis, c'est demain, 2025. 2025, c'est demain. Mais quand je dis demain, c'est-à-dire dans un an, on sera dans quelques mois, là on sera en 2024, et puis dans un an, on sera en 2025. Ouais, l'émergence dans un pays où les enfants ne peuvent même pas manger à leur faim, où on tue les gens parce que voilà, il faut les appeler pour aller dans l'armée. Donc, nous dénonçons. Et c'est notre rôle, le rôle de nous tous, c'est de dénoncer. Et je pense qu'aussi, les responsables qui nous écoutent doivent prendre conscience et peuvent changer. Seul un morceau de bois ne change pas, mais l'homme doit pouvoir changer. Je pense que nous dénonçons pour qu'ils puissent au moins prendre conscience qu'ils font du mal au pays. Ils sont capables de changer. Le Premier ministre aujourd'hui est capable de nous entendre, mais les ministres doivent, quand il y a un événement comme ça, on doit voir des ministres aussi démissionner. On doit être capable d'assumer ses fautes. Dire oui, j'ai commis une erreur, je dois partir. Voilà le mot que je fais passer parce que j'entends parfois dire que nous aimons beaucoup la critique. Non, nous sommes aussi une force de proposition. On fait des propositions, on dénonce les mots et je pense que ça vaut aussi de nous comprendre, de nous aider. Et voilà. Merci bien. Merci beaucoup à vous trois. En tout cas, comme on le dit, quand on dit que c'est l'armée ou c'est tel corps, on sait très bien que dans toute famille, il y a des gens de bonne volonté, des gens compétents, des gens capables, mais nous savons que parfois, seuls les leaders sont ceux qu'il faut pointer du doigt et que les leaders ne sont pas toujours les seuls et que toute la base peut être changée. Comme on le dit, il y a aussi parmi tous ces gens des gens très bien. Alors, on vous le dit, à très bientôt, à la semaine prochaine. Monsieur Gaïno, Monsieur Ndion et Monsieur Miambalat, bon week-end. Sachez, chers auditeurs et auditrices, que Monsieur Ndion et Monsieur Miambalat, Monsieur Gaïno et moi-même, Monsieur Ibelebe, nous passons beaucoup de temps à faire des recherches et nous le faisons parce que nous avons une passion qui est le Congo, qui est l'Afrique, qui est le monde. Et cette passion-là nous emmène à faire ce métier parfois ingrat, sans aucun soutien, mais nous sommes fidèles et eux sont fidèles malgré les fonctions, les postes qu'ils occupent. Alors, ne les en voulez pas parce qu'ils font des analyses. Ils font ces analyses parce qu'ils pensent être les bonnes. Je sais que beaucoup pensent que M. Ndion est est un amoureux fou aveugle du Congo et donc du PCT. Mais je vous le dis, M. Ndion est très lucide et il est membre d'un parti politique où il apporte ses critiques, de la même manière que M. Miamadat le fait à l'IPADS, de la même manière que M. Gaïno le fait aussi dans son domaine. En tout cas, chacun de nous, nous apportons à notre façon une contribution pour que les pays africains et notamment le Congo évoluent. Et donc, ne nous gardez pas rigueur, s'il vous plaît. À vendredi prochain pour d'autres analyses. Merci beaucoup. À vendredi. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci.